l'honneur de recevoir M. Paul Lannoy, notre commissaire au développement durable du Québec. Avant d'être nommé en 2016, M. Lannoy a été professeur à HEC Montréal. Il s'est intéressé à toutes les questions d'environnement, de développement durable, d'économie de l'environnement et il a occupé plusieurs postes de gestion. Monsieur Lannoy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je voudrais vous poser ma première question, c'est quelle est la différence entre le poste de commissaire au développement durable du Québec et le poste de commissaire au développement durable au niveau fédéral? Bien, en fait, il n'y a pas de grande différence. Le titre est différent. Donc, au fédéral, c'est commissaire à l'environnement et au développement durable. Au Québec, on a choisi un titre un peu plus court, le commissaire au développement durable. Et quand on regarde nos fonctions, notre mission, il y a une seule différence, c'est que la commissaire fédérale doit gérer le processus de pétition en matière d'environnement. Alors, ce qui est une particularité qui existe au niveau fédéral, qui n'existe pas au Québec. Donc, moi, je ne m'occupe pas de ça, mais essentiellement, on fait le même genre de travail. On fait des audits de performance. On évalue l'application de la stratégie de développement durable, donc de nos gouvernements respectifs. Alors, nos travaux donc, sont sur les mêmes terrains, si on veut. Donc, vous avez rendu public votre récent rapport le 16 mai dernier. Et puis, j'aurais voulu que vous nous parliez de certains éléments de votre rapport. Deux chapitres en particulier que je trouve intéressants. Celui portant sur les limites de l'adoption volontaire d'une démarche de développement durable. Puis celui portant, bien entendu, sur l'état de situation du Fonds vert. Ce que je peux comprendre, c'est que la loi sur le développement durable s'applique obligatoirement aux ministères et organismes. Et à l'époque, ils avaient pris la décision de ne pas assujettir volontairement les établissements de santé, les organismes municipaux ainsi que les organismes scolaires. Et puis, je crois que c'est ça que vous voulez, vous avez fait dans votre analyse. Vous avez voulu démontrer que l'approche volontaire n'était pas nécessairement une approche performante, en tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce chapitre que vous avez fait, puis ensuite on parlera du chapitre du Fonds vert? Bien, en fait, depuis que le commissaire existe, donc depuis que cette fonction-là a été créée, on n'est pas allé voir beaucoup les pratiques de développement durable dans les domaines municipal, de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Donc, c'est une première là, pour notre équipe. Et ça nous a intéressé parce que, comme vous l'avez mentionné, on mise sur une approche volontaire alors que ces organismes-là représentent une grande part des dépenses gouvernementales. Donc, même en 2017-2018, à eux seuls, les organismes du secteur de l'éducation et de la santé et des services sociaux représentaient environ 40 donc, des dépenses du gouvernement. C'est important. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe en matière de développement durable donc, dans ces organismes-là? On voit que, comme vous l'avez mentionné, le gouvernement mise sur une approche volontaire. On veut que les municipalités, les écoles, les hôpitaux entreprennent volontairement une démarche de développement durable. On a déployé des mécanismes incitatifs pour les amener vers ça. Et on a aussi donné des cibles. Par exemple, donc on voudrait qu'en 2020, il y ait au moins 25 des établissements de santé et de services sociaux qui se soient engagés en matière de développement durable. Donc, le grand constat de notre rapport, c'est que, dans le fond, l'approche volontaire ne semble pas fonctionner aussi bien qu'on le voudrait. Les mécanismes incitatifs ont certaines failles. Et au total, on voit que les cibles ne seront pas atteintes. Par exemple, comme je mentionnais dans le secteur de santé et services sociaux, il n'y a que 13 des établissements qui ont entrepris une démarche, alors que la cible pour 2020, c'est 25 donc on est loin de la cible. C'est fort probable qu'on ne l'atteindra pas. Donc, votre recommandation par rapport à ces trois secteurs-là? Bien, il y a plusieurs recommandations dans le chapitre, mais une recommandation importante, entre autres, est faite au ministère de l'Environnement, qui joue un rôle de coordonnateur lorsqu'il s'agit de l'application de la loi. C'est, dans le fond, c'est de sensibiliser le gouvernement au fait que l'approche volontaire ne donne pas les résultats prévus. Donc, pour voir s'il n'y a pas moyen d'adopter d'autres mécanismes pour amener ces organismes-là vers une démarche de développement durable. Puis, est-ce que vous êtes d'avis que la loi sur le développement durable devrait être modifiée
pour rendre l'approche contraignante, si on peut dire? C'est-à-dire que présentement, la loi le permet, donc elle n'a pas besoin nécessairement, à mon sens, d'être modifiée pour ça. C'est vraiment la volonté gouvernementale qui doit s'exercer pour que l'article 4 puisse être appliqué. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez porter à notre connaissance par rapport à ce chapitre? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait le tour. Maintenant, l'autre chapitre pour lequel on attendait, bien sûr, impatiemment votre rapport, c'est celui portant sur le fonds vert, avec un constat de déception, je crois. Hein, oui, on peut le dire comme ça. Il y a une chose que je dois tout de suite préciser, c'est que ce n'est pas un audit. Ce n'est qu'un état de situation, donc qu'il faut replacer là, dans un contexte, je dirais, historique. Alors, nous, au vérificateur général, donc on présente nos rapports à la Commission de l'administration publique. C'est une commission parlementaire qui entend le contenu de nos rapports et qui est préoccupée par la bonne gestion là, de l'activité du secteur public. Alors, il faut savoir donc qu'en 2016, suite à nos rapports précédents, les rapports de mon prédécesseur, Jean 5 mars, donc le gouvernement a créé le Conseil de gestion du Fonds vert et la Commission de l'administration publique nous a demandé de faire une évaluation complète de la réforme de la gestion du Fonds vert. Et donc, le but de notre chapitre, cette fois-ci, c'est tout simplement d'informer la Commission qu'on n'est pas en mesure de le faire maintenant. Donc, ce n'est pas opportun qu'on commence ça. On pensait débuter nos travaux maintenant parce que le Conseil de gestion du Fonds vert est vraiment entré en fonction à l'automne 2017. Donc, on se disait, l'année 2018-2019, ça va être la première année où ils vont être en contrôle, où ils vont vraiment gérer la situation. Donc, on pensait commencer nos travaux aujourd'hui, mais pour certaines raisons qu'on décrit dans le chapitre, donc on a décidé de surseoir. Donc, vous pensez surseoir jusqu'à quel moment? Bien, jusqu'à temps que la situation soit plus opportune. Dans le fond, il y a comme vraiment trois raisons pour lesquelles on déplace ou on retarde, si on veut, notre évaluation. La première raison, c'est que, dans le fond, l'audit initial qui a été fait par mon prédécesseur en 2014, en fait, n'est pas complété dans le sens que les recommandations ne sont pas encore pleinement appliquées. Ça, c'est un premier élément. À la fin 2018, le Conseil de gestion du Fonds vert a fait aussi son évaluation de la gestion et il constate des lacunes qui sont similaires à celles que Jean avait constatées. Donc, il nous dit, à la suite de ça, il y a encore du travail à faire pour améliorer la gestion. Et même le ministre, dès la sortie de ce rapport-là, à la fin 2018, a aussi adhéré dans la même direction, donc pour dire qu'il y a encore du travail à faire. Et dans ce même rapport, donc c'est ça notre troisième raison, peut-être celle qui nous interpelle le plus, c'est que le Conseil de gestion du Fonds vert fait état d'un différend entre lui et le ministère de l'Environnement quant au rôle et responsabilités de chacun. Et donc, on se dit, tant que ça, c'est pas réglé, on ne peut pas vraiment nous faire une évaluation. Quand on fait un audit de performance, il faut savoir qui est responsable de quoi pour être en mesure de faire des recommandations au bon intervenant. Donc, quand il y a du flottement, c'est pas facile pour nous là, de le faire correctement, donc cet audit. Donc, vous allez attendre de voir là, comment on espère. Donc, dans le fond, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on reportait au moins jusqu'en 2021. On n'a pas précisé à quel moment en 2021 ça va se faire. Il faut savoir qu'un audit de cette ampleur-là, ça peut facilement prendre 5000 heures réparties sur une année. Donc, la plupart de nos travaux ont cette envergure-là. Donc, il faudra, je pense, en 2020, se repositionner là-dessus pour voir si c'est opportun de le faire pour 2021. Donc, 5000 heures, ça veut dire que vous avez toute une équipe qui travaille avec vous? Oui, on a une équipe, dans le fond. Moi, dans l'équipe du commissaire, il y a une vingtaine de personnes. Et on travaille généralement sur à peu près 3 mandats, donc simultanément. Et comment vous faites pour déterminer un thème que vous allez étudier ou auditer? Alors, il faut savoir que dans le secteur public, il y a beaucoup de choix. Dans le fond, on est là pour faire des audits de performance sur des programmes, sur des activités, sur des stratégies gouvernementales, sur des lois, des règlements, etc. Donc, on pourrait
choisir beaucoup de sujets. Alors, il faut savoir que chez nous, donc, dans mon équipe comme dans les autres équipes d'audit de performance, il y a des directeurs d'audit qui, dans leur mission, doivent suivre certains secteurs. Donc, par exemple, les directrices d'audit dans mon secteur se penchent, entre autres, sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau des ressources, au niveau de l'agriculture, donc, par exemple. Et donc, en suivant les développements dans ces différents secteurs-là, ils identifient des sujets potentiels. Donc, on crée une espèce de grand menu. Je pense que Julie, la semaine dernière, vous a décrit un peu le même processus. Alors, on crée un grand menu, puis 2 fois par année, donc le comité de direction du vérificateur général se penche là-dessus et met à jour donc sa planification pour voir quels sont les mandats là, sur lesquels on va porter notre attention. Alors, quand vient le temps de ce choix-là, il y a plusieurs critères qui interviennent. Par exemple, la taille d'un budget. Si on s'intéresse à un programme comme le Fonds vert, qui a un grand budget, bien évidemment, ça suscite encore plus d'intérêt. Est-ce que les parlementaires sont intéressés par un sujet? Est-ce que les médias sont intéressés par un sujet? Est-ce qu'on reçoit des dénonciations, par exemple, sur certains sujets? Donc, est-ce que le moment est opportun? Parce que, dans le fond, quand un programme est en révision ou quand il est en implantation, c'est peut-être pas encore le bon moment là, pour faire le travail. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte pour faire les choix. Et puis, les parlements... Alors, vous êtes nommé par l'Assemblée nationale. Comment les parlementaires vous perçoivent? Je suis en fait nommé par la vérificatrice générale. Donc, c'est la vérificatrice générale, elle est nommée par l'Assemblée nationale, donc avec le 2/3 des votes au moins. Mais moi, je suis nommé par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est un sous-comité, donc dans le fond, un sous-groupe de députés qui gère les aspects administratifs de l'Assemblée nationale. Donc, avant que ma nomination soit effective, elle a dû être appuyée par ce bureau-là. Alors, comme je l'évoquais tantôt, donc on a, nous, une bonne relation avec la Commission de l'administration publique. C'est la commission parlementaire, donc qu'on rencontre régulièrement. C'est une commission, je pense, qui s'intéresse bien sûr à nos travaux parce que leur mission, c'est de suivre la gestion, la qualité de la gestion du secteur public. Alors, donc, le vérificateur général et le commissaire au développement durable, donc, sont des acteurs clés pour suivre, on est un peu leurs yeux, puis eux sont un peu le bras, si on veut, de l'action. Et donc, on les rencontre quand on sort des rapports. Et quand certains sujets les préoccupent, on va les voir en audition, donc sur le sujet en particulier. Donc, on va prendre plusieurs heures avec eux et avec l'entité qui a été auditée pour approfondir un sujet. Donc, moi, avant la semaine dernière, donc j'avais produit 5 rapports d'audit de performance, puis il y en a 3 des 5 qui ont été retenus pour une audition longue là, au sein de la commission. Alors, au cours de laquelle on vous pose des questions. Oui, c'est-à-dire que dans le fond, on prend beaucoup de temps pour expliquer plus en détail donc, le rapport. Et ensuite de ça, l'entité se joint à la commission, puis elle répond aux questions des parlementaires, donc sur les différentes lacunes là, qui ont été soulevées. Très, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire, d'après vous, quel est le rapport le plus percutant que vous croyez avoir effectué? Bien, écoutez, comme je suis arrivé en 2016, mes premiers rapports ont été déposés en 2017, donc c'est difficile d'avoir assez de recul pour répondre à cette question-là. Mais il y a un rapport l'année dernière qui touchait les terrains contaminés sous la responsabilité de l'État, dont vous avez parlé là, sur votre site. Et c'est un rapport où, dans le fond, on voyait que le gouvernement s'était donné un objectif très ambitieux de réduire de 50 la valeur de son passif environnemental, donc de faire ça à l'intérieur de 10 ans. Et on voyait que, dans le fond, les entités qui avaient des terrains sous leur responsabilité étaient laissées un peu à elles-mêmes quand il s'agissait de savoir, bon, ben, quelle information il faut aller chercher sur les terrains, comment on fait l'évaluation des risques
de contamination, associé au terrain. comment on choisit une méthode de réhabilitation, donc une méthode qui s'inscrive dans une perspective de développement durable. Donc, on voyait qu'il manquait de leadership, qu'il n'y avait pas de coordination, donc que les entités donc, devaient décider par elles-mêmes un peu comment participer à l'atteinte de l'objectif gouvernemental. Et donc, ça nous a amené à faire une recommandation au gouvernement, ce qui est rare au bureau. Ça faisait plusieurs années que le bureau n'avait pas fait une recommandation au gouvernement parce qu'en général, on recommande à l'entité qu'on a auditée, donc qui est un ministère ou un organisme public. Alors donc, ça nous a demandé, disons, de faire des démarches additionnelles qu'on ne fait pas nécessairement. Et le gouvernement a adhéré à notre recommandation. Il a créé un comité de coordination, il a nommé un patron, donc une personne responsable de ce comité-là, dis-je. Et donc, c'était, bon, je pense que c'était très satisfaisant. Évidemment, on va voir si ce comité-là va prendre les actions voulues, s'il va atteindre les objectifs souhaités. Mais jusqu'à maintenant, on est heureux de voir les développements de ce côté-là. Oui, puis ça doit aussi être satisfaisant lorsque vous faites une recommandation puis qu'on va de l'avant, comme dans ce cas-là, entre autres. Exactement. Donc, on fait beaucoup de travail au vérificateur général pour suivre l'application de nos recommandations. Donc, quand on produit un audit de performance, il y a un certain nombre de recommandations. 4 mois après l'audit, on demande à l'entité de produire un plan d'action pour mettre en application nos recommandations. Et ensuite, on va suivre l'entité une fois par année pendant 3 ans pour être capable de suivre justement l'application, la mise en application des recommandations. Donc, on ne les lâche pas. Effectivement. Ce que Julie Gelfin nous disait dans sa capsule, elle nous disait, même ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on arrive, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Les gens ne veulent pas attendre même la fin de notre rapport. Exactement. Je constate la même chose. Aussi. Donc, il y a des changements qui ont lieu en cours de route et c'est tant mieux. Ça montre qu'on a un impact. Je vous dirais même qu'au dernier rapport où on fait état là, de l'avancement de l'application de nos recommandations, on est à peu près à 80 pour l'ensemble du bureau. Bravo. Alors, ma prochaine question, c'est est-ce que vous êtes optimiste sur la protection de l'environnement et sur le développement durable au Québec? Moi, je suis de nature optimiste en général. Donc, ça fait plaisir parce qu'en ce moment, il me semble qu'il y a beaucoup de pessimisme. Oui, mais moi, ce que je vois d'un bon œil, c'est qu'on n'en a jamais parlé autant. Je suis la question environnementale depuis 25 ans, puis je vous dirais qu'il y a 25 ans, même d'avoir des articles de journaux pour alimenter les discussions avec mes étudiants, il n'y en avait pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, il y en a énormément d'intérêt. Donc, je n'ai jamais vu, moi, autant d'intérêt, je dirais, de la part des entreprises, de la part des médias, de la part des jeunes. Dans le fond, on pense en termes de consommation responsable, de zéro déchet, d'investissement responsable. Donc, tout ça, pour moi, d'un point de vue un petit peu historique, là, quand on regarde ça avec un peu de recul, ça m'apparaît donc très positif. Les choses ne vont peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait, ou aussi rapidement, mais je pense qu'au Québec, en tout cas, il y a une préoccupation, importante, puis j'imagine que ça va donner lieu à des actions donc, dans ce sens-là. Et dans le fond, au Québec, je suis relativement optimiste, mais quand on regarde ailleurs au Canada ou peut-être ailleurs dans le monde, on a peut-être raison d'être un peu moins optimiste. Encore du travail à faire, selon vous. Quel serait votre plus grand souhait en termes de développement durable pour la suite des choses? Bien, j'aimerais ça que ça devienne un réflexe, dans le fond, qu'on pense en termes de changement climatique, qu'on pense en termes de protection de l'environnement, que ça devienne un réflexe de chacun, autant pour les décisions personnelles que les décisions professionnelles. Puis je m'inclus là-dedans parce qu'on a tous une possibilité de s'améliorer. Donc, et un exemple tout simple qui me vient à l'esprit, c'est le réflexe qu'on a à la Société des alcools maintenant d'apporter nos propres sacs. Hein? C'est une décision quand même qui était un peu audacieuse, qui a été prise par la société. Puis presque du jour au lendemain, tout le monde est entré dans ce nouveau mode de fonctionnement-là sans que ça soit là, très, très compliqué. Alors, dans le fond, dans plusieurs cas, les décisions en faveur de la protection de l'environnement sont simples. Il s'agit d'y penser
d'y penser régulièrement, donc d'avoir ce réflexe-là. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que ça devienne un élément de réflexe, si on veut. Oui, puis comme vous dites, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Oui, oui. On a toujours des questions un peu plus personnalisées, si vous avez eu l'occasion d'écouter nos balados. Et la première, c'est quel serait votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Alors, c'est peut-être un mot qu'on n'entend pas suffisamment souvent, c'est le mot écofiscalité. Ah oui? Alors, moi, je suis économiste de formation, donc je crois à la vérité des prix. Et donc, quand on pollue, en général, le coût que ça a pour la société n'est pas vraiment intégré dans notre prise de décision. Quand on émet du carbone, en général, le coût n'est pas parfaitement bien intégré pour faire ce choix-là. Alors donc, la tarification, les taxes, c'est une façon de nous faire prendre conscience du coût de nos activités. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ce message-là ne passe pas aussi facilement. Tout le monde pense que c'est normal de taxer les cigarettes. Tout le monde pense que c'est normal de taxer l'alcool. Ben, je pense que ça devrait aussi être normal de taxer la pollution, de faire de la tarification. Et quand le prix d'un bien augmente, ben, les gens en achètent moins. Donc, c'est un peu un phénomène ou un réflexe de base, si on veut. Et puis, est-ce que vous avez une personne qui vous inspire plus qu'une autre oui, dans le domaine? bien, écoutez, j'avais des personnes qui ont été nommées par mes prédécesseurs dans vos balados. Alors, j'ai pensé à une autre personne qui, moi, m'a bien inspiré, c'est Al Gore. Ah oui? Oui, parce que dans le fond, avec son film Une vérité qui dérange en 2006, je pense que ça a vraiment contribué à une prise de conscience globale sur les changements climatiques. Et ce monsieur-là, dans le fond, il avait eu une très belle carrière politique derrière lui. Il aurait pu certainement s'asseoir un petit peu sur ses lauriers et faire autre chose. Puis il a pris ça à cœur et, dans le fond, il s'est fait un ambassadeur. Il est allé faire des conférences partout dans le monde. Et moi, ce film-là, d'ailleurs, je pense qu'il a gagné un prix aux Oscars. Lui a gagné le prix Nobel de la paix aussi, entre autres, pour ce film-là. Moi, je l'ai utilisé souvent dans mes cours. Il y a des parties qui sont vraiment très, très pédagogiques. Et je l'ai utilisé autant au Québec qu'ailleurs dans le monde parce que je suis souvent allé donner des cours à l'extérieur. Et vraiment, l'impact, il est important partout. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, la conscientisation a changé, s'est améliorée. Mais vraiment, quand je l'utilisais en 2007, 2008, etc., quand j'ai vu ce film-là avec mes enfants, entre autres, c'était vraiment comme un déclencheur. Un déclencheur, oui, exactement. Ah, mais effectivement, c'est un personnage très inspirant. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en développement durable? Encore là, je suis assez optimiste. Moi, je dirais 7. Je dirais, dans le fond, la loi sur le développement durable qui a créé le poste que j'occupe, le poste de commissaire, bien, elle date de 2006. Donc, on a été une des administrations dans le monde qui s'est dotée d'une loi ambitieuse en matière de développement durable pour faire prendre un virage à l'ensemble de l'administration publique là, vers un développement plus durable. Alors, on peut se questionner, est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'on voudrait? Peut-être pas. Mes prédécesseurs et moi, on a fait quand même plusieurs critiques sur la mise en application de cette loi-là, mais elle est là, puis je pense que personne aujourd'hui la remet en question. Et il y a des choses donc, qui continuent de s'améliorer. Il y aura d'ailleurs une nouvelle stratégie de développement durable. Il y aura une nouvelle stratégie qui s'en vient. L'horizon 2021, oui, 2025. exactement. Donc, la stratégie actuelle, en principe, se termine en mars 2020. Le gouvernement a le choix, a l'occasion de la prolonger pendant 2 ans. C'est ce qui avait été fait pour la première stratégie. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations. On ne sait pas exactement quelles seront les décisions du gouvernement à ce sujet-là. Et quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Alors là, je ne serai pas original parce que je vais dire la même chose que vos autres invités. Donc, bien sûr, l'hydroélectricité. Mais on doit en être fiers. On doit en être fiers. Donc, les gens qui ont fait ces choix-là ont été vraiment des visionnaires. Il faut le reconnaître.
Et j'ai souvent, moi, l'impression qu'on a au Québec la meilleure des combinaisons possibles en termes d'énergie. On a un grand potentiel éolien et on a l'hydroélectricité qui peut compenser quand l'éolien ne fonctionne pas, quand le vent est faible, etc. Donc, on a vraiment donc, un énorme potentiel d'énergie propre et on a cette possibilité-là d'aider nos voisins aussi à verdir leurs sources d'énergie. Et moi, je dis ça à mes mes étudiants, donc, depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, que le Québec et là où je me désole un peu, c'est qu'au Québec, je trouve qu'on gaspille beaucoup d'électricité. Hein, vous êtes allé peut-être en Europe, vous avez vu à quel point on fait plus attention sur des choses très simples un peu partout. Alors qu'au Québec, comme le prix est faible, on n'a pas nécessairement on ne fait pas autant d'efforts nécessairement de ce côté-là. Et c'est là que je me dis, si on faisait encore plus attention à la façon dont on utilise nous-mêmes notre électricité, on en aurait encore plus à vendre à nos voisins et ça permettrait encore plus de les aider à verdir leurs sources d'énergie. Et d'où la nécessité d'accroître notre efficacité énergétique dans les récentes politiques publiques. On va sûrement y arriver. Puis notre dernière question, c'est entre un arbre, un animal ou une plante, si vous aviez à vous réincarner, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, là, je vais donner une réponse toute bête et qui n'a rien à voir avec le développement durable. Donc, moi, j'ai une grande affection pour les chevaux. Oui. Alors, je suis né sur une ferme et on a toujours eu un cheval, en tout cas tout le temps de ma jeunesse. On avait un cheval, entre autres, pour faire les travaux des sucres. Non, pas aratoire, parce que quand même, je ne suis pas si vieux que ça. Non, mais des fois, ça peut avoir, vous pourriez avoir une terre. Non, c'est ça, mais on s'en servait, entre autres, pour la cabane à sucre. Oui. Alors, donc, nous, on ramassait l'eau d'érable avec un tonneau qui était tiré par un cheval. Donc, j'ai des très beaux souvenirs de cette époque-là, donc beaux souvenirs du travail avec le cheval. Et mes filles ont fait beaucoup d'équitation, donc pendant plusieurs années. Et j'ai toujours trouvé donc le cheval comme étant un animal fier, élégant, fort, fougueux. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet animal-là. Et donc, si j'avais un choix, ce serait celui-là. Entre les trois, ce serait le cheval. Le cheval, c'est ça. Eh bien, M. Lanois, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, très instructif et très inspirant aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir réciproque. Merci.